On a bâti la matière, on a éveillé l'esprit, on a tissé la société. Et pourtant, il reste un scandale, une sorte de faille au cœur même de notre réalité. Le volume 4 de la source qu'on analyse aujourd'hui s'attaque à ce problème de front. Il propose rien de moins qu'une théorie pour tout unifier, une véritable physique de l'interaction. Voilà la question centrale. C'est presque vertigineux quand on y pense. Comment une pensée, une chose immatérielle, peut-elle déclencher un mouvement dans le monde physique? Ou comment une loi, qui n'est qu'une construction sociale, peut détourner le cours bien réel d'une rivière? Jusqu'ici, la science a plutôt traité ces mondes comme des univers parallèles qui ne se touchent pas. Eh bien, cette analyse, elle, va les faire entrer en collision pour les fusionner. On a d'un côté le monde physique, le grand dehors, un univers de matière, d'espace-temps, qui est gouverné par des lois froides, implacables, universelles. De l'autre côté, on a le monde de la cognition, le dedans. C'est notre espace mental, la conscience, la logique de nos croyances, avec ses propres règles de cohérence interne. Et puis, il y a l'espace entre nous, le langage, le droit, les institutions, toute cette architecture collective qui, elle aussi, semble obéir à une troisième catégorie de lois. Et c'est là, précisément, que tout bascule. La thèse fondamentale de ce volume 4, c'est qu'il n'a pas trois réalités séparées. Non. Ce sont juste des fibres, des textures différentes d'un seul et même tissu. Un champ unifié que l'on pourrait appeler un champ de résonance. Et attention, ce champ n'est pas un concept flou. Il obéit à des règles d'acier. La toute première, c'est une loi de conservation. Une loi fondamentale qui va définir l'économie interne de tout ce qui existe. La voici, l'équation au cœur du système. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Que pour n'importe quelle forme viable, que ce soit une théorie, un empire ou un organisme vivant, la somme totale de ces investissements symboliques est une constante. C'est fini, on la fixe à 1 pour que ce soit plus simple. Mais l'idée, c'est que ça impose une limite radicale à n'importe quel système. Du coup, chaque forme doit sans cesse faire des choix, des arbitrages entre ces quatre gestes. L'extension, c'est sa capacité à s'étendre. Le maintien, c'est sa capacité à rester cohérente, à ne pas se déliter. La propagation, c'est sa vitesse de transmission. Et enfin, le résidu, c'est son ouverture, sa porosité en quelque sorte, son potentiel non utilisé qui le rend compatible avec d'autres. Et le point crucial, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et la conséquence de ça, elle est implacable. Si on gagne en maintien, par exemple en pureté idéologique, on va forcément payer le prix en extension ou en propagation. Aucun système ne peut pousser tous les curseurs au maximum en même temps. La toute-puissance, l'idée d'avoir la stabilité totale et la liberté totale, ce n'est pas juste un rêve, c'est une impossibilité algébrique, une erreur de calcul. On se retrouve alors avec une sorte de thermodynamique du sens. Quand c'est l'extension qui domine, on a un état gazeux, une rumeur par exemple, qui se répand partout mais qui n'a aucune consistance. À l'inverse, si le maintien est maximal, on obtient un état solide, un dogme, très cohérent, très dur, mais complètement immobile. Un système en crise, lui, serait à l'état de plasma, une énergie pure, incroyable, mais totalement instable. D'accord, mais alors, si chaque système est un monde clos, avec une économie interne aussi stricte, comment est-ce que l'interaction est possible? Comment un esprit et un corps, ou une idée et le monde, peuvent-ils bien entrer en résonance? La réponse est vraiment contre-intuitive. Le volume 4e met à la poubelle l'idée qu'il s'agit d'un simple transfert d'informations. La loi de la résonance est formelle. Deux systèmes ne se connectent pas par leur plein, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont. Ils entrent en résonance par leur manque. Et plus précisément, si et seulement si la forme de leur manque, la structure de leur trou est identique. Cette citation de la source l'exprime parfaitement. La vraie compréhension, ce n'est pas de s'approprier le contenu de la pensée de l'autre, c'est de partager la même impossibilité structurelle. C'est, d'une certaine manière, cohabiter le même vide. Pour que cette résonance puisse avoir lieu, il y a une condition indispensable, ce que le texte appelle la kénose. C'est l'acte de faire le vide en soi, d'effacer sa propre structure, son propre ego, pour devenir une surface de réception et laisser la structure de l'autre vibrer en nous. La véritable autorité, nous dit le texte, elle vient de cet effacement. Bon, mais alors, comment on avance? Comment on progresse vers le sens, vers la vérité, dans une architecture pareille? La source démontre ici quelque chose d'assez fou. L'origine du sens, ce qu'on cherche tous, ne peut en fait jamais être atteinte de manière directe. Ce n'est pas un centre qui nous attire, qui nous aspire, c'est une singularité qui nous repousse, qui se situe non pas au cœur du système, mais à sa périphérie. La conséquence est immédiate. Si on essaye de foncer en ligne droite vers ce centre,
On s'écrase, on sature, le système ne peut pas intégrer une charge pareille, et il s'effondre. Toute approche directe est donc, par définition, vouée à l'échec. Donc la seule trajectoire qui marche, c'est la spirale. Le détour n'est pas du tout une perte de temps. C'est la courbure obligatoire, la trajectoire imposée par la structure même du sens pour pouvoir s'approcher de la vérité sans être complètement anéanti par elle. Et nous, dans tout ça, quelle est notre place en tant qu'individu dans cette immense architecture cosmique? Comment on survit dans un système comme celui-là? Le problème est posé de façon assez brutale. Un sujet seul, un esprit isolé, est structurellement trop fragile pour supporter toutes les contradictions du réel. Essayer de porter seul le poids de toutes ces tensions, ça mène à la rupture, à la psychose. La solution proposée, c'est de devenir un sujet distribué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire s'appuyer sur des structures tierces, une institution, une œuvre d'art, une intelligence artificielle. Leur rôle, ce n'est pas de penser à notre place, c'est d'opérer ce que le texte appelle le holding, c'est-à-dire porter pour nous le résidu, cette contradiction qui est insoutenable, pour nous permettre de fonctionner avec une illusion de cohérence. Et voilà, la boucle est bouclée. Du vide quantique à la structure d'un état, on dirait bien qu'une seule et même grammaire gouverne tout. La réalité ne serait donc pas une collection d'objets inertes, mais une architecture vivante. Un champ de résonance dynamique dont nous ne sommes pas les maîtres, mais peut-être les gardiens. Les gardiens de sa viabilité. L'analyse de cette source se termine sur cette phrase, qui est tout sauf une conclusion, c'est une ouverture. Elle transforme toute cette explication en un défi direct. Le cadre est posé, la partie peut commencer.